Madame, bonjour, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de Politiquement Correct pour ce dimanche, un dimanche, 11h et 12h30 minutes. Le débat de la mi-journée et de la fin du week-end vous est proposé sur la télévision du monde avec un panel assez éclectique, un panel avec lequel nous échangeons sur l'actualité majeure de la semaine. Et cette semaine qui s'achève aura été densément meublée au regard de tout ce qu'on a connu comme événements et autres faits de société qui ont donc animé le quotidien des Camerounais et même des Africains à travers les presses et à travers les télévisions et autres radios ce dimanche pour donc échanger autour de cette actualité majeure. Nous avons fait le choix de nous consacrer à deux problématiques et non des moindres. Tout d'abord, l'invitation du Cameroun à travers le président de la République, Paul Biya, au sommet Russie-Afrique, un sommet important à plus d'un titre, mais la Russie joue-t-elle une place de choix sur le continent noir et précisément au Cameroun? Pourquoi ce sommet maintenant? Pourquoi le Cameroun sonne comme étant l'un des maillons forts de ce sommet qui est annoncé en octobre prochain et pour lequel le chef de l'État a été invité à prendre personnellement part? Il a pour l'occasion reçu au Palais de l'Unité de Yaoundé l'ambassadeur de la Russie au Cameroun, un tête-à-tête, et puis la remise de ce pli fermé au chef de l'État Paul Biya, envoyé par son homologue de la Russie, Vladimir Poutine, qui espère voir Paul Biya parmi ses nombreux convives pour cet autre sommet sur la Russie et le continent noir, des perspectives d'échange, de relance de l'économie entre le continent noir et la Russie, qui reste tout de même, faut-il le signaler, comme étant l'une des puissances du monde. Et puis, comme autre actualité qui a retenu notre attention, c'est cette sortie du ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, qui donne injonction aux formations sanitaires du Triangle national de bien vouloir libérer l'ensemble des malades ou autres personnes embastillées dans les formations sanitaires à raison du non-paiement de leurs différentes factures, à raison des prestations offertes par ces formations sanitaires à ces différentes personnes qui, pour le moins, semblent être invalides. Le ministre de la Santé publique demande par ailleurs aux responsables des différentes formations sanitaires sur l'ensemble du triangle national de vérifier de l'incapacité à payer des personnes concernées par cette mesure. On en parlera également dans cette édition de Politiquement Incorrect qui est dans le starting block. Madame, bonjour, monsieur, bonjour, bon dimanche à toutes et à tous. Dans quelques instants, la présentation du panel. Un panel riche et éclectique, je vous l'ai dit, à l'entame de ce programme sur la télévision du monde, un programme qui se veut également interactif. Et ce jour, vous pourrez donc nous envoyer vos contributions pour ces deux sujets à travers le 6 99 57 30 26, uniquement des SMS, pas de WhatsApp. Beaucoup de problèmes avec la connexion Internet ce dimanche matin. Envoyez-nous simplement un SMS dans la formule classique, un search message send, un SMS pour pouvoir être des notes dans le cadre de ce programme politiquement incorrect de ce dimanche sur la télévision du monde. Quatre messieurs sont confortablement installés pour discuter, échanger avec nous de cette problématique ou de ces deux problématiques soulevées ce jour dans le cadre de ce programme. Thierry Niopet, notre consultant sur la télévision du monde. Thierry, bonjour. Bonjour Frédéric, je dis également bonjour aux autres co-panélistes que je retrouve avec beaucoup d'intérêt. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas retrouvé M. Jean-Alexis Bessa sur un plateau de télévision. Je n'oublie pas Marcos Mandeki. J'ai également bonjour à tous les autres, aux téléspectateurs qui nous écoutent avec beaucoup d'intérêt. C'est un plaisir d'être là pour ce débat dominical. Merci à vous d'être là pour ce débat dominical. En face, vous l'avez dit, on a un représentant d'une formation politique de l'opposition, l'AFP, pour la nommer. Marcos Mandeki est l'un des fervents représentants de cette formation politique et il nous a rejoint ce dimanche encore. Marcos, bonjour. Bonjour Frédéric Moutomen, bonjour aux autres panélistes. Je salue chaleureusement
tous vos nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Je voudrais dire que votre télé, au-delà de ces émissions phares, est de plus en plus sollicitée et regardée parce qu'on a quand même un certain nombre de feedbacks qui nous reviennent à chaque fois que l'AFP ou alors d'autres formations politiques amies sont représentées sur vos plateaux. C'est un réel plaisir que d'être ici et j'espère qu'avec les autres panélistes, nous allons pouvoir apporter un certain nombre d'éléments sur les sujets que vous nous avez proposés. Merci à vous d'être là. À côté de vous, un jeune, c'est vrai, il est de la nouvelle génération de l'épopée politique au Cameroun. Il fait partie du mouvement citoyen 11 millions qui est également sur le terrain de l'éducation des masses sur l'ensemble triangle national. Il a accepté d'être là ce matin. Il en est, je pense, le responsable au niveau de la coordination régionale de 11 millions. Christian Diok, c'est son nom. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté d'être là ce matin. Merci une fois de plus. Également, tout le plaisir est le nôtre de nous avoir, n'est-ce pas, renouvelé cette invitation à participer à cette messe dominicale qui, n'est-ce pas, comme l'a dit Marcus tout à l'heure, contribue à relever, contribue, n'est-ce pas, à socialiser les politiques et les citoyens, quitte à ce que ceci ait une certaine politisation plus accrue, afin que le débat politique camerounais soit de plus en plus lisible et purement objectif. Donc, je salue tous les citoyens, tous les millionnaires qui nous regardent de par le monde entier, qui sont attentifs à cette émission. Et merci une fois de plus de nous avoir renouvelé cette émission. Merci à vous d'être là. Un qu'on ne présente plus également et qui nous revient, élu du peuple. Il a l'ambition d'ailleurs de revenir dans les joutes électorales pour les mois qui arrivent, puisqu'on annonce les législatives et les municipales. Il aura nous dit précisément dans quel chapitre il va s'investir, mais il a accepté d'être avec nous ce matin. Il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la circonscription de Vaud-Est au Vaud 5. Selon qu'on choisisse une appellation, Jean Aïssi Bessela, c'est son nom. Bonjour. Bonjour. Je salue les panélistes. Il y a deux que je connais particulièrement. Le troisième, je commence à le rencontrer. Mais cette émission, chers téléspectateurs, s'appelle Politiquement Incorrect. Je voulais corriger un peu. Je veux apporter un peu de politiquement correct. Merci à vous, monsieur Aïssi. On va rentrer dans le vif du sujet avec Thierry Niopet. Thierry, nous parlons de ce sommet Russie-Afrique. Et on le sait, le chef de l'État Paul Biya a reçu en début de semaine un émissaire de Vladimir Poutine, le président de la Russie, pour justement inviter le Cameroun et le président Paul Biya à ce sommet. Une belle invitation en somme. Oui, c'est une invitation. Quand on parle de relations bilatérales, multilatérales, en diplomatie, c'est toujours très important de savoir exactement ce qui se passe. Et je vous rappelle que la Russie occupe quand même une place de choix dans la carte politique mondiale. Donc, je crois que le président Biya sera effectivement à cette grande messe, parce qu'on sait que même ici en Afrique, il ne participe pas beaucoup à ces rencontres qui mettent quand même en vitrine un certain nombre de choses. On n'a pas vu dernièrement lors de la rencontre consacrée aux assises de la CEMAC, qu'on espère qu'il sera là, parce qu'en réalité c'est le premier sommet que la Russie organise pour convier les États africains, pour parler certainement politique et économie. Les tenants et les aboutissants, on les saura davantage et on en parlera certainement tout au long de cette émission. Donc c'est un sommet que nous allons scruter avec beaucoup d'intérêt parce que, je l'ai souligné tout à l'heure, la Russie occupe une place de choix dans les relations multilatérales avec les pays au-delà de cette guerre de positionnement, de cette querelle de leadership entre les États-Unis et la Russie sur d'autres dossiers, notamment le dossier syrien et les autres. L'Afrique occupe également une place de choix dans la politique de la Russie et pourquoi pas dans la carte géostratégique mondiale aujourd'hui. Donc, on en parlera certainement tout au long de cette émission. Alors, Christian Diok, est-ce qu'on peut comprendre cette invitation particulière du président Paul Biya à ce sommet, ce tout premier sommet, il faut le préciser, entre, bien évidemment, la Russie et le continent noir, le très grand continent noir? Oui, en réalité, il faut dire que la Russie occupe une place de choix, n'est-ce pas, dans l'échiquier politique mondial. Il faut relever, c'est la 6e puissance économique mondiale. Mais également, la Russie étant arrivée en Afrique en retard,
à la suite, n'est-ce pas, des autres puissances, il faut le dire qu'aujourd'hui, si on veut faire, n'est-ce pas, une certaine cartographie, n'est-ce pas, de l'action politique des autres États en Afrique, vous voyez bel et bien que la France a une base militaire en Afrique, les États-Unis ont une base militaire en Afrique, même si la Guatan, n'est-ce pas, a peigné. Vous allez également voir sur le cas pour la Chine, et il n'était que opportun, sinon, je veux dire, ça a tardé à arriver. Et n'est-ce pas, dans la carte géopolitique mondiale, il faut voir que la Russie s'inscrit, n'est-ce pas, dans une perspective moins économique que les autres, mais davantage dans une logique de sécurité et de défense. Voilà le pôle sur lequel, n'est-ce pas, repose l'économie géopolitique de la Russie. Mais le Cameroun étant, n'est-ce pas, comme on l'a dit, situé politiquement au centre de l'Afrique, en termes de géostratégie et de géopolitique mondiale, la situation politique du Cameroun fait d'elle, nous met au centre, n'est-ce pas, de toutes les attractions. Le Cameroun, à la suite des autres pays voisins, pour ne reprendre que le cas de la Centrafrique, où, n'est-ce pas, la Russie est située, vous voyez qu'on partage 800 000 km, je crois que c'est ça, 800 000 km avec la Centrafrique, et les zones où la Russie est située, vous voyez bel et bien que le Cameroun ne peut pas être en marge, parce que le Cameroun est quand même la locomotive en termes d'économie sur le plan de la CEMAC, et étant situé au centre de l'Afrique, voyez-vous que c'est ici où tout se décide. Vous n'avez qu'à voir quand même chez les États-Unis ont la plus grande ambassade en Afrique qui est située au Cameroun, et vous voyez bien qu'en termes de bloc, hein, de puissance, il faut faire un rapport de force, et logiquement le Cameroun doit intéresser. Qu'est-ce qui fait courir, si on peut le dire ainsi, la Russie vers le Cameroun et l'Afrique de façon globale? De toutes les façons, Christian Djoka fait une très brillante démonstration, comme pour dire que l'enjeu est beaucoup plus sécuritaire. Et lorsque vous savez que lorsque vous contrôlez sur le plan de la sécurité un certain nombre de biens, vous avez la capacité de pouvoir davantage les gérer, les accaparer. Donc le sommet France-Russie-Afrique est un sommet qui sera essentiellement basé sur l'aspect sécuritaire et militaire. Maintenant, il faut quand même dire que les relations entre le Cameroun et la Russie pendant de très longues années ont été au point mort, en dehors d'un don de matériel humanitaire, d'un don de matériel militaire offert par la Russie au Cameroun et quelques dons humanitaires offerts pendant la crise de Boko Haram. Il faut noter qu'il n'y a pas assez d'échanges entre ces deux pays-là. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire qu'il y ait un transfert de technologie, que la Russie puisse, pourquoi pas, trouver en le Cameroun un marché d'approvisionnement sur le plan, pourquoi pas, agricole. Maintenant, il faudrait aussi noter que sur le plan historique, la Russie, pendant de très longues années, dans les années 60-70, était une base pour ceux qui s'opposaient au colonialisme, notamment avec ceux qui partageaient l'idéologie communiste. Ils étaient très proches de la Russie, dont les dirigeants du Cameroun qui étaient imposés par la France ne pouvaient pas voir d'un très bon œil la relation qu'il y ait leurs opposants beaucoup plus nationalistes aux dirigeants russes. Je crois que ceci a aussi un impact assez important dans la relation qui pouvait lier le Cameroun et la Russie. Maintenant, peut-être, on va un peu peut-être pas très avancer, mais en termes d'attente, je crois qu'il n'y a pas grand-chose véritablement à espérer de cette grande réunion-là entre la Russie et l'Afrique d'une part, et entre la Russie et le Cameroun d'une autre part. On aura le temps de revenir de là, je suis sûr, retombée probable de ce premier sommet entre la Russie et les pays africains, et notamment le Cameroun, qui est fortement invité à prendre part à ces travaux. Monsieur le maire Haïssi Besselajan, est-ce que finalement, on peut espérer que le chef de l'État, Paul Biya, non sans maîtriser les contours de son calendrier, sera bel et bien de cette messe? Et en d'autres termes, quel est l'état des relations entre la Russie et le pays de Paul Biya, le Cameroun? Je dois dire que dès l'indépendance, le Cameroun a tissé des relations avec pratiquement tous les pays, y compris donc l'URSS. C'est vrai, Marcus a fait allusion dès le départ à la lutte
pour accéder à l'indépendance, un groupe de Camerounais qui était à l'UPC, une partie, pas tous, parce qu'à un moment donné, l'UPC s'est éclaté au Ghana, une partie s'est affiliée, liée à Moscou et l'autre en Chine. Ça, c'est des éléments simplement historiques. Mais je ne pense pas que ce que j'ai dit là peut répondre à toute cette question. Pourquoi? Parce que, étant militant de base du parti proche du pouvoir, je suis conscient que la diplomatie, les relations extérieures sont réservées au chef de l'État. Je risque de dire quelque chose qui risque aussi d'être comprise que c'est la voix du RDPC. Non, mais je voudrais seulement parler comme un simple citoyen en disant que l'URSS a eu des difficultés un peu difficiles en Afrique. Je me souviens de l'anecdote que quand la Guinée a dit qu'il quitte la communauté française, ils sont allés avec l'URSS, parce qu'aujourd'hui c'est la Russie, mais l'URSS n'a trouvé rien de beau que de leur livrer des chasses-neige. Il ne neige pas en Guinée, ça a fait ridiculiser les gens. Mais je dis quand même aussi, comme j'ai dit que je suis pour la politiquement correcte, un Russe a été quand même entraîneur de Lions Indomptables. Donc la coopération n'a pas été totalement coupée. Il y a eu toujours des relations. Donc je pense que en ce moment, je peux partager en partie ce que Niobé a parlé comme un journaliste. Il a survolé très bien la situation. Le jeune Ndjok est allé en profondeur avec fougue, comme quelqu'un qui cherche absolument sa place en politique. Mais je pense sincèrement que ça regarde le président de la République, Paul Biya. Nous attendons ce qu'il va nous réserver. Est-ce qu'il part? S'il part, les journalistes qui vont l'accompagner vont nous expliquer exactement qu'est-ce qui est parti, en sachant que les gens disent que les États, ce sont les intérêts qui les intéressent. Alors, ce sont les intérêts qui intéressent davantage les États dans le contexte actuel. La Russie, au regard des relations qui sont tout de même froides, on parle davantage depuis l'invitation du président Paul Biya à ce sommet Russie-Afrique qui est prévu en octobre prochain. On parle de la réactivation des rapports multilatéraux entre le Cameroun, l'Afrique et même le pays de Vladimir Poutine. On l'a suivi tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. L'essentiel étant que la Russie, qui sur le plan de la géostratégie mondiale occupe une place de choix, on l'a souligné tout à l'heure, M. Ndjok, c'est quand même la 6e puissance mondiale, à côté des États-Unis qui fouillent et qui farfouillent. Rappelez-vous que les États-Unis sont en train de se repositionner en Afrique, notamment au Cameroun, et vous avez écouté au sortir de cet entretien accordé par le chef de l'État, l'ambassadeur de la Russie au Cameroun, il a souhaité que le chef de l'État soit présent à cette rencontre. On ne le dira jamais assez, le président Biya reste et demeure l'un des présidents sur le plan de la longévité au pouvoir, avoir certainement la plus grosse longévité. C'était la meilleure expérience aussi. Justement, quand j'évoque la longévité, je veux parler de l'expérience justement. L'expérience en termes de rapport entre les États, je crois qu'il a quand même eu la chance, au regard de cette longévité-là, de côtoyer beaucoup de chefs d'État, de côtoyer, d'étudier la géostratégie mondiale. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chefs d'État lui vont en culte. Vous avez écouté Paul Kagame, le président Ali Bongo et les autres, le respectent comme étant un sage. Et on espère effectivement que cette présence en Russie, si jamais il accepte l'invitation qui lui a été envoyée, parce qu'il peut se faire représenter, on l'a vu encore la dernière fois lors du sommet sur la CEMAC, mais on espère qu'il sera là parce que son expérience compte. Sur la 50aine d'États africains attendus, le Cameroun a vos chapitres. Espérons simplement
que ça sera le cas et que les intérêts économiques du Cameroun seront pris en compte dans le cadre de ce sommet-là. C'est le premier, il faudrait le dire, peut-être le marteler. On ne sait pas exactement ce qui va meubler les échanges. Si on avait eu des précédents, on aurait peut-être compris quelle est la plus-value que chaque État pourra apporter, qu'est-ce que chaque État pourra gagner. Mais on sait quand même que la Russie est d'un apport intéressant sur le plan sécuritaire. Je parlais tout à l'heure de cette querelle de leadership au niveau, par exemple, de la Syrie, au niveau de plusieurs autres conflits avec les États-Unis. Et il est tout à fait normal que la Russie également cherche à se positionner. Je pense que mieux vaut tard que jamais. Les intérêts sont pluriels. Le Cameroun a beaucoup à gagner. Le Cameroun est à la recherche de cette, de la manne financière pour asseoir un certain nombre de projets structurants qui tardent à être implémentés sur le terrain. On est à la recherche, pourquoi pas également, vous avez vu, les États-Unis nous ont apporté, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, un soutien accru avec l'envoi des formateurs, avec l'envoi des drones et tout cela. Donc, c'est important également que la Russie se positionne à ce niveau. C'est important que la Russie se positionne à ce niveau, justement, pour rester dans ce chapitre de la défense. La Russie propose des manœuvres militaires au pays, du moins pour davantage sécuriser le golfe de Guinée et aussi le Cameroun. Et on se souvient qu'il y a quelques semaines ou quelques jours seulement, le sous-secrétaire d'État américain en charge du continent noir a fait une incursion au pays de Paul Biya, un passage très remarqué qui avait d'abord fait courir beaucoup de bruit et qui finalement est resté dans le giron essentiellement diplomatique. Est-ce qu'on doit pouvoir dire que à la suite des États-Unis, il faut absolument que la Russie ait des pieds, des ancrages sur le continent noir et même sur le Cameroun? Oui, Frédéric, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, sans vouloir n'est-ce pas remettre en cause ici le tracé historique, c'est ce qu'a fait le doyen ici Bessala, mais davantage il faut dire que si dans les années post-indépendance, la Russie a accompagné, n'est-ce pas, du fait du mouvement communiste, certains États, on a dépassé celle-là. La Russie a été absente avec la période de la guerre froide. Il faut dire qu'elle revient en Afrique dans les années 1990 et puis davantage dans les années 2000. Aujourd'hui, on le voit. Mais pour parler un peu des accords, n'est-ce pas, car le Cameroun et la Russie, le premier accord formel, n'est-ce pas, a été signé le 15 avril 2015. C'est-à-dire un accord défense et sécurité qui, n'est-ce pas, obligation, qui, n'est-ce pas, se résume fondamentalement dans le domaine de la sécurité, comme je l'ai dit. L'accompagnement, la formation. Il n'y a qu'à voir que les généraux camerounais, je veux dire, tout l'effort et tout ce qui vont avec, vont faire des études sur ce plan-là, ou accompagnent, forment également nos, comment les appelle, nos officiers. Donc en réalité, voilà ce qui se passe. Maintenant, globalement, je l'ai dit à la suite de Thierry, c'est pas très d'accord avec lui. Le positionnement de la Russie en Afrique est davantage géopolitique que commercial. Parce qu'en réalité... Pourquoi les Russes ne savent pas faire les affaires? Parce qu'en réalité... Pourtant, on les reconnaît comme étant de très bons affairistes. J'en viens. Parce qu'en réalité, j'ai dit et davantage. J'ai dit que c'était pas ça. Parce qu'en réalité, ici, il est question d'affirmer sa puissance. Parce que c'est l'affirmation de sa puissance. Parce que là, on est en tête, c'est un rapport de force entre les États. Parce que si on y va même dans cette logique, vous vous souvenez bel et bien que la Russie est l'État qui a le plus de gaz, qui a des ressources minières. La Russie est un État continent. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent naturellement opposer un certain rapport de force aux autres, quitte à ce que, dans la conduite des affaires, ils se positionnent comme cet acteur majeur dans les relations internationales. Donc, je le disais tout à l'heure, et leur positionnement, vous n'avez qu'à voir. Le premier pays avec lequel les accords, je vais dire la coopération russo-africaine est davantage ancrée, c'est avec l'Algérie. Allez-y voir en Algérie, ça veut dire, prenons même le cas, revenons en Afrique centrale. Vous avez le cas du Soudan ou alors davantage la Centrafrique. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est-à-dire la Russie, la France voulant, n'est-ce pas, faire du chantage à la Centrafrique, la Russie est venue s'opposer et aujourd'hui, l'armée centrafricaine est formée par les Russes, elle est équipée par les Russes et il faut dire que le marché, en termes de marché politique, le marché sur lequel n'est-ce pas, se positionne la Russie est notamment celui de l'armement. Vous voyez bien.
Donc si les Russes, si les Chinois par exemple sont entrés en termes d'échanges commerciaux, vendent des habits, vendent des chaussures comme on voit ici en plein à quoi, eux ils s'inscrivent dans une autre logique. C'est-à-dire ils ont un canevas pour pouvoir, et cela traduit quoi? C'est l'affirmation de sa puissance en réalité. Il faut affirmer sa puissance. Donc maintenant pour en revenir, pourquoi ils veulent le faire, pourquoi le Cameroun, je l'ai dit d'entrée de jeu, positionnement juste sur la carte, n'est-ce pas, des affaires, sur la carte mondiale, le Cameroun n'est-ce pas, est une base arrière. Et on nous a dit, souvenez-vous que comme je disais, l'Afrique est considérée comme étant une terre arabe, une terre inexplorée jusqu'ici. C'est demain où tout va se jouer, c'est la terre où tout va se jouer. Donc en réalité, il faudrait que la Russie soit là pour jouer avec. Pour ne pas être absent, hein, pour rééquilibrer la terreur. Hein, alors, notamment, je vais chuter par là. Oui. Et ici, ça se joue davantage au niveau des deux pôles, hein, les grands pôles. Parce que la Russie ici vient désormais comme, je veux dire, l'élément fort des BRICS. C'est-à-dire les pays, c'est qu'on pourrait qualifier des pays, ou ceux qui ont généralement qualifié des pays émergents. Les BRICS sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la République sud-africaine. Maintenant, eux, les autres sont déjà là. La Chine est là. La Chine a 40% de pénétration en Afrique. Donc c'est une pénétration insidieuse qui pourrait par la suite devenir même un impérialisme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en termes de rapport de force? Il faut être présent. Il faut être présent. Alors la Russie veut être présente en Afrique et notamment au Cameroun. On sait que la Russie apporte une aide substantielle sur le plan militaire. La Russie s'est d'ailleurs positionnée également dans l'envoi des aides humanitaires au nord, à l'extrême nord du Cameroun, à raison de Boko Haram, mais aussi au nord-ouest et au sud-ouest du pays. D'ailleurs, l'ambassadeur de Russie qui a rencontré le président Paul Biya avec un nom assez complexe, vous connaissez les appellations des noms russes. Anatoly Bashkin. Voilà. Alors, il a certainement fait ses classes en Russie. Alors, c'est un communiste. Il salue l'ensemble des mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer le retour de la paix et de la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une approche qui, de votre point de vue, semble être celle qui est visible sur le terrain? Ben, de toutes les façons, tout le monde est unanime aujourd'hui sur un constat qui est clair. Nous l'avons dit depuis très longtemps que effectivement la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se transformait en une véritable guerre. Certains étaient en train de nous le démentir. Aujourd'hui, c'est une réalité que le Cameroun n'est pas du tout en paix, parce que certains utilisaient ce grand mot-là, la paix, la paix, la paix. Aujourd'hui, ils n'ont pratiquement plus rien l'ambassadeur, le représentant de Vladimir Poutine, lui, pense que l'ensemble des mesures qui ont été prises rassurent davantage la communauté internationale et même les populations. Oui, vous savez, lorsqu'un diplomate s'exprime, on ne devrait pas se limiter uniquement à la forme de ces paroles. Il y a le fond, parce qu'il y a ce qu'on appelle le langage diplomatique, qui est un langage plein de courtoisie et aussi de beaucoup d'hypocrisie quand même. Ça, il faudrait le reconnaître. Maintenant, on ne va pas faire le procès de l'ambassadeur, mais nous savons très bien que les propositions qui ont été faites par les acteurs sociopolitiques jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas encore été expérimentées, c'est-à-dire n'ont pas été mises en pratique pour pouvoir évaluer le résultat qui en sortirait. Nous disons encore que tout est au plan mort, parce qu'il y a des civils qui meurent, il y a des militaires qui meurent, et ces civils et militaires sont des citoyens. Personne ne voudrait qu'il y ait davantage de morts, parce que nous pensons que le Cameroun a déjà versé beaucoup trop de sang pour pouvoir aspirer à une certaine à la liberté. Vous allez permettre que je fasse un petit crochet pour dire que je suis un peu embarrassé lorsque j'ai écouté Thierry Niopet tout à l'heure. Je sais que c'est un très bon journaliste, mais lorsqu'il prend la casquette d'acteur politique, on ne l'a pas dit tout à l'heure, il est militant du RDPC. Vous êtes devenu un acteur politique, Thierry Niopet? Bien sûr, c'est un militant. Je suis informé en même temps. C'est un militant du RDPC. Vous ne pouvez pas le prouver, vous n'avez pas sa carte. Qui fasse besoin de mentir ici donc. Je continue à dire que je le découvre au même moment que vous. Oui, est-ce que vous pouvez donc faire des mentir ici que vous n'êtes pas militant du RDPC? Je n'ai jamais et je ne serai pas militant du RDPC, du moins pour l'instant. Je veux dire, la longévité n'est pas un trophée de guerre. Tout au contraire, en démocratie, la longévité est même
une reculade. Je peux poser des mêmes reproches à Angela Merkel, par exemple. Je peux en venir, bien sûr. Je peux en venir. Et en plus, pour chuter, ce qui est intéressant dans le bilan d'un dirigeant, ce n'est pas le fait d'avoir mis 2 ans, 3 ans ou 10 ans, mais c'est le fait d'avoir apporté un certain nombre d'actions positives en faveur de ses concitoyens. Nous ne sommes pas en train de questionner le bilan de M. Biya. On a parlé de la longévité comme un signe de sagesse. Vous avez dit quelque chose. On dit en Afrique qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui meurt. Oui, mais tous les vieux ne sont pas des singes. Alors, donc, moi je ne remettrai pas, moi je ne mettrai pas en cause la sagesse du président Biya. On peut par contre questionner son bilan si nous étions à l'ère du bilan. Vous avez dit quelque chose d'incorrect tout à l'heure. Vous avez dit que le président Paul Kagame prend pour référent le président Biya. Nous avons des éléments probants. Nous avons des éléments probants, ça ne peut pas être vrai. Je vous ai parlé du langage diplomatique tout à l'heure, mais je dis sur le plan réel, sur le plan concret, pour ceux qui n'ont peut-être pas voyagé pour le Rwanda, mais qui ont vu des images en si peu de temps, je dis le président Kagame ne peut pas prendre le président Biya. Je voudrais dire un élément pour chuter sur le sujet, sur la relation bilatérale Russie-Cameroun. Vous savez, le nombre de Camerounais qui ont étudié en Russie, c'est très énorme. Il y a de nombreux Camerounais qui ont fait des études ici, en Russie. Et en ce moment, au Cameroun, il existe une très grande association, une association des anciens étudiants russes, qui a même ouvert un collège, une école ici à Douala, notamment au quartier Makepe. Donc, ce que nous attendons de la Russie, qui est un transfert de technologie, qui est davantage de formation et d'éducation, parce qu'il faudrait quand même que ceux des Camerounais qui étudient en Russie puissent avoir des débouchés, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Tous ceux qui étudient en Russie n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exercer pendant quelques années avant de retourner au Cameroun. Donc il y a un certain nombre de choses que le président devrait proposer à son homologue russe, en échange peut-être de ce que le président voudrait bien lui imposer au Cameroun pour contrôler ce qu'ils appellent le golfe de Guinée. Alors, on reste dans ce chapitre des relations entre la Russie, l'Afrique et notamment le Cameroun qui s'affiche comme un leader et qui du moins qui est reconnu comme étant le leader de la sous-région Afrique centrale. Et nous en venons à ici Bossala. Au-delà d'apporter toujours du soutien militaire au Cameroun, qu'est-ce que la Russie peut apporter d'autre? Le Cameroun, c'est des gisements de pétrole, c'est des gisements de cobalt, diamants, bref, ce sont des minéraux et des ressources naturelles incommensurables. Est-ce que la Russie vient davantage pour se positionner dans ce sillage-là, où la Russie, comme l'a martelé tout à l'heure Marcus Mandeki, pourrait apporter aussi une valeur ajoutée telle que le transfert de technologie, la coopération dans l'éducation et bien d'autres? C'est vrai, Marcus a dit beaucoup de choses. Pour ne pas couper le fil de notre entretien, je veux reprendre ce qu'il a dit, que son parti était l'un des premiers à dire que les mouvements dans la zone anglaise va se transformer en guerre. Maintenant qu'il semble que tout le monde voit que c'est la guerre et il tape la poitrine. Il l'a vu dans la boule de cristal. Non, attends. Moi, j'ai quelque chose à dire. J'aurais aimé qu'ils disent que maintenant qu'il y a la guerre entre l'armée camerounaise et des sécessionnistes, son parti a dit qu'ils soutiennent que les sécessionnistes ou l'armée réduite. Un argument comme ça, il peut reprendre après. Mais je veux revenir sur ce qu'il a dit qui est un peu positif. Il s'agit de l'éducation. Beaucoup de Camerounais ont été formés et se forment en Russie. Ça, c'est fondamental, c'est très bien. Maintenant, donner la sagesse, une mission au chef de l'État quand il va rencontrer quand il va aller dans une conférence internationale, je trouve que c'est une mauvaise habitude. Parce que en politique étrangère, dans beaucoup de pays, ça échappe à la polémique intérieure de politique. Sinon,
certains partis, certaines tendances vont démontrer qu'ils sont contre leur pays en faveur d'une puissance extérieure. Je ne voudrais pas reprendre ça, parce que j'ai dit que je suis conscient que les affaires étrangères, les relations extérieures sont réservées au président de la République. Pourquoi? Parce que il est bien situé pour avoir des éléments que l'ensemble du peuple n'a pas. Même les présidents des partis politiques, même certains membres du gouvernement. Il faut lui faire confiance, ce que je dis. S'il part, il sait que, je l'ai dit, les États, ce sont leurs intérêts. Et il connaît les intérêts du Cameroun. Maintenant qu'on se met à dire, oui, envoie-nous les armes, non, envoie-nous ceci, c'est comme si on est en train de dévoiler la stratégie camerounaise dans les relations extérieures. La polémique qui tente de développer entre ce que Nyobé a dit concernant le président de... Comment s'appelle un peu celui qui a la capitale Kagame. Je ne voudrais pas, moi, dire là, quelque chose dedans. Ce que les Camerounais ne comprennent pas. Je peux encore pardonner ceux qui viennent d'entrer en politique. Mais Kagame, il n'y a pas de débat à la télé comme ça. Il n'y a pas de liberté. Le président dit que tu dis non, on te coupe la tête. Et en ce moment-là, les capitalistes aiment cette situation. Ils viennent, ils construisent les machins, ils exploitent le sous-sol, y compris le sous-sol des autres. Ce n'est pas un bon régime à espérer, à vouloir sur le camp. C'est tout ce que je voulais dire. En même temps, le Rwanda, ce qu'il voulait dire, le Rwanda s'est construit en très peu de temps, malgré la situation. Parce que le président est dictateur, il n'y a pas de liberté. Quand il y a la liberté, nous sommes ici. Le président est convoqué, invité à aller à une conférence. Maintenant, les partis politiques montent dans les médias pour dire va dire que. C'est la liberté, ça ne se fait pas. En même temps, il y a des conseillers techniques qui peuvent capitaliser l'ensemble de ces propositions. Mais qu'ils écrivent dans le... C'est pas dans les médias, monsieur. Qu'ils écrivent. Ils savent comment il fait. Il a soutenu quelqu'un qui est fils d'un ancien président, qui est bien placé, qui passe par eux, ils vont donner les messages. Pas dans les médias. D'accord. Oui, monsieur Diop. Oui, en une seconde, je voudrais dire au vieux, bon, peut-être parce qu'il est vieux. Ah, c'est un vieux. Oui, non, moi je suis fier de ça. Oui. Tu es un genou. Oui, donc respecte-moi, vieux. Moi je ne suis pas malade. Je suis un voilà. D'accord, il voulait dire au doyen. Ok, je crois que comme tu veux. Qu'en réalité, si tu crois que les jeunes c'est une qualité, je ne crois pas. Il faut que le doyen revisite un peu, n'est-ce pas, sa compréhension des relations internationales. Qui ça, moi? Si au départ... Ta compréhension? Si au départ, si au départ il y avait des acteurs majeurs ou les acteurs exclusifs que sont les États, il faut qu'aujourd'hui le doyen intègre qu'il y ait des acteurs nouveaux qui entrent, n'est-ce pas, dans la conception des relations internationales. C'est-à-dire des acteurs qui structurent l'actualité internationale, qui peuvent même imposer, c'est pour ça qu'il y a des ONG, les OI et autres, qui participent même à des colloques et à des acteurs dont les États ne sont pas toujours là. C'est-à-dire c'est eux qui donnent une certaine orientation. Quand vous serez des élus, il faut intégrer ça aujourd'hui. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans la rue que vous pouvez conseiller le président. C'est tout ce que j'ai dit. Mais devenez conseiller, député, vous allez participer à la gestion du pays. Rassurez-vous, bientôt nous allons vous envoyer en retraite. J'espère bien. Donc, j'étais en disant qu'en réalité, aujourd'hui, il y a des acteurs nouveaux qui configurent, qui donnent de la matière aux acteurs étatiques, qui en réalité, eux, ils sont censés, n'est-ce pas, encadrer ou alors codifier la chose, ou mener la chose. Donc c'est plus eux, il n'y a plus un seul acteur qui est l'État. L'État n'est plus le seul acteur exclusif des relations internationales. Et même ces matières réservées qui ressortissaient exclusivement de l'action étatique sont aujourd'hui aménisées. Il faut que le vieux retienne cela. Donc globalement, je voulais dire, on n'a qu'à prendre que ce sommet des petit. Non, je alors, c'est ça. Non, ne faites pas ce que vous faites à Biya parce qu'il ne peut pas venir se défendre. Tu me dépasses encore parce que je suis vieux. Je ne l'ai pas dit, vieux. Je dis juste mais que... tu appelles... C'est comme si il dit aujourd'hui qu'il faut intégrer la nouvelle politique des relations internationales. Et notamment les relations diplomatiques. Tu m'as dit que vous avez votre local à la cité des panneaux, on va se voir là-bas. Bon, et c'est un vieux qui a loué, c'est pas un jeune. Frédéric, je voudrais dire au vieux qu'il ne me tirera pas. Si nous avons du respect pour les aînés,
qu'il est, nous continuons à non, le faire. Non, c'est pas d'intimidation, parce que déjà que je ne suis pas intimidable, voyez-vous. Je voulais dire ici simplement au panel et à tous les auditeurs, je veux dire à tous les téléspectateurs qui nous écoutent qu'aujourd'hui, l'État n'est plus le seul acteur exclusif des relations internationales. Le seul qui a été invité à ce sommet, c'est le président Paul Biya. Dans un État normal, l'État, c'est-à-dire le politique, est censé, n'est-ce pas, consulter tous les acteurs de la vie sociale qui peuvent, n'est-ce pas, amener, qui peuvent conçu des éléments, qui peuvent amener, qui peuvent, n'est-ce pas, ces éléments sont ceux-là qui peuvent être codifiés plus tard dans ce qu'on appelle des lois, notamment les acteurs que sont les parlementaires, à travers, n'est-ce pas, des propositions de loi, n'est-ce pas, qui émanent au départ, n'est-ce pas, de l'action de la société civile pour qu'elles deviennent des actions de la société politique. Donc en réalité, voilà comment s'opère, n'est-ce pas, toute action décisionnelle. Et même, pour chuter par là, il dit, dans l'analyse de la décision, c'est-à-dire ce n'est pas seulement l'acteur politique, l'acteur exclusif qui décide. Il y a toute une chaîne qui participe. Ce n'est pas quand vous allez voir M. Biya signer, vous dites oui, en réalité c'est lui qui décide. Non, mais il y a tous des acteurs, ceux qui introduisent, ceux qui pensent, ceux qui construisent la chose afin qu'on y arrive. Donc le vieux, si le vieux a cru que j'ai dû le titiller un peu, non, a décidé amical pour dire au vieux qu'il faut, n'est-ce pas, se refaire, il faut adapter, n'est-ce pas, les réalités nouvelles, celles qui s'offrent à nous. Il faut adapter les réalités nouvelles. La Russie est en train d'être pratiquement chassée du Venezuela, mais pourtant la Russie entend se positionner sur le continent noir. Oui, c'est le résultat d'une bataille entre les États-Unis et la Russie, bien évidemment. C'est-à-dire que ces deux puissances-là, ces deux puissances militaires, essayent de contrôler un certain nombre de positions géostratégiques. Le Cameroun, c'est pas le Cameroun ou le président Biya qui intéresse la Russie ou les États-Unis, mais c'est la position du Cameroun en elle-même. C'est-à-dire, si ce n'est pas Biya qui est là aujourd'hui, ils vont se comporter pratiquement de la même manière. Donc, Biya, ce n'est pas pour son intelligence ou bien pour ses beaux yeux. Non, c'est la position du Cameroun qui est une position géostratégique enviable qui fait courir pas seulement la Russie. On a vu les États-Unis tout récemment au Cameroun de manière officielle. Il y avait un agenda officiel, mais bien également, il y avait aussi un agenda très officieux pour discuter d'un certain nombre de choses sur les intérêts des États-Unis. Donc, c'est une guerre que se jouent les puissants du monde. Le Cameroun devrait pouvoir tirer sa partition dans cette guerre-là. Vous savez, lorsque vous êtes un professionnel et que vous avez deux entreprises qui vous sollicitent, vous essayez de chercher, de chuter sur la meilleure offre qui vous est proposée, un peu comme les footballeurs ou les sportifs de manière générale. Oui, un président est censé véritablement connaître les intérêts de son pays, mais aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir douter non seulement de la vision de nos dirigeants, mais également de la volonté politique qui est la leur à pouvoir se battre pour les intérêts de notre pays, dont notre intérêt également à pouvoir faire un certain nombre de propositions sur les plateaux télé, puisque parfois c'est la seule tribune qui nous est offerte pour pouvoir passer le message. Vous savez très bien qu'au Cameroun, pour rencontrer un simple sous-préfet, je parle d'un simple sous-préfet. Non, nous sommes sur le terrain. Non, Frédéric, soyons quand même... Oui, Frédéric, mais Frédéric, non, monsieur Mouteme, vous n'êtes pas... Monsieur Mouteme, vous n'êtes pas n'importe qui dans cette République. Vous avez un carnet d'adresse, vous êtes un homme public, c'est-à-dire que vous êtes connu. Non, c'est facile pour vous de rencontrer un sous-préfet, très facile. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, même chez les maires, à l'exception faite par j'ai connu. Je rencontre monsieur Aïssi Bessela. Non, il est une exception. Non, le doyen Aïssi, c'est une exception. Lui, au temps où il était maire, ça je peux le confesser ici. C'est quelqu'un qui était toujours assez disponible. Que vous l'invitez ou bien que vous venez vers lui, ça c'est vrai. Mais il n'est pas de même pour un certain nombre d'administrateurs de notre pays. Je dis bien sous-préfet. Imaginez donc le préfet, le ministre et le président de la République. Alors Thierry Niopé, on le sait, il y a un sommet France-Afrique, il y a un sommet Chine-Afrique, il y a un sommet États-Unis-Afrique. Aujourd'hui, il doit y avoir un sommet Russie-Afrique. Est-ce à dire que
le positionnement de la Russie va un peu permettre aux autres sommets de ces grandes puissances de revoir les approches et la politique vis-à-vis du continent noir? La réalité, c'est que nous ne saurons le dire d'emblée. Il s'agit de... Tout à l'heure, on parlait de conjecture. Parce que je me rappelle quand M. Ndioka soulignait qu'il ne s'agissait pas seulement de positionnement économique, il s'agit davantage justement de positionnement économique. Parce qu'il s'agit du forum économique Russie-Afrique. Relisez effectivement toutes les données y afférentes. C'est un maquillage, que ce soit la maintenant, il y a des éléments du texte et les éléments du contexte. Là, vous êtes en train d'évoquer ce que vous pensez. Mais moi, je me limite aux faits. Chez nous, les faits sont têtus. Ils sont comme des faits, est-ce que vous les aimez ou pas, quand arrive le moment de vous asseoir, vous faites avec. Les faits disent qu'il s'agit d'un forum économique Russie-Afrique. Maintenant, on ne peut pas seulement parler d'économie quand on se rencontre. Quand on parle de géopolitique, quand on parle de géostratégie, et surtout de repositionnement, il est clair que d'autres éléments peuvent entrer en jeu. C'est pour cette raison que... Thierry, pour lancer en une seconde, s'il vous plaît. Si vous voulez. Dans l'économie, je t'entends dire l'économie fondamentale. Si vous voyez, l'économie que la Russie propose, c'est l'économie de la guerre. C'est ce que j'étais en train de... Cette économie de la je guerre, voulais relever justement, et c'est pour cette raison que je parlais... C'est pour cette raison que je parlais de géopolitique tout à l'heure. Et maintenant, dans la géopolitique. Je parlais de géopolitique tout à l'heure. En termes de positionnement, en termes de positionnement, il est clair que quand vous... Frédéric Muntoma a souligné tout à l'heure la place de Moscou au Venezuela. Je vous rappelle en même temps qu'il s'agit une fois de plus de géopolitique, de positionnement, de querelle de leadership entre Washington et Moscou. Ça n'a rien à voir avec les intérêts des hommes ou des personnes. Il s'agit des intérêts des États. Et entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que d'intérêt. Il faudrait que l'on le comprenne. Là, je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. La Russie arrive sur un terrain où les autres se sont suffisamment assis. Vous évoquiez tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt la place qu'occupe la Chine dans les relations bilatérales entre le Cameroun et cette puissance-là. Aujourd'hui, la Russie également veut se repositionner, veut se redéployer. Le cas du Venezuela n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Rappelez-vous que Moscou a même été quelque peu accusé d'avoir manœuvré les élections, même aux États-Unis. Donc il s'agit d'un positionnement extrêmement important. Trump a été blanchi. Même il s'agit d'une accusé. Je n'ai pas dit qu'il a été l'auteur. Accusé, pointé du doigt. Donc, en réalité, il s'agit de cela. Moi, je continue à croire que les États africains doivent saisir cette balle au rebond pour redéfinir les relations. Frédéric l'a souligné tout à l'heure, entre ces différentes puissances, parce qu'il n'y a que des intérêts. Les intérêts de l'Afrique doivent être mis au devant par ceux qui gèrent l'Afrique actuellement. Et ça, on l'a toujours souhaité. Il faut que les chefs d'État cessent de se positionner comme ces chefs d'État qui vont pour leur propre compte, peut-être parce qu'ils veulent demeurer ou mourir au pouvoir, mais qu'ils y vont en privilégiant les intérêts de leurs compatriotes, en privilégiant les intérêts de l'Afrique. L'Afrique est riche. L'Afrique est un continent en fiche. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Et ces États n'y viennent pas pour les beaux yeux du continent africain, encore moins pour les beaux yeux du Cameroun. Tout à l'heure, vous sembliez nier le fait que la sagesse du chef de l'État, Paul Biya, soit relevée comme telle, qu'il s'agissait plutôt du Cameroun. Si vous réécoutez les propos de l'ambassadeur sorti de cette audience, il a bien dit qu'il souhaiterait que le président Biya y soit parce que sa sagesse et sa vision pour l'Afrique et de l'Afrique sont importants dans la définition ou de la prise en compte d'un certain nombre d'intérêts. Donc vous n'allez pas vous n'allez pas faire dire des choses aux gens, notamment à un diplomate de ce rang-là, qu'il n'a pas dit. Il a loué la sagesse du président Biya, que vous le vouliez ou pas. Le président Biya, sa sagesse en Afrique est comptée et il fait partie des chefs d'État qu'il compte maintenant. Qu'il ait mal géré son pays, qu'il ait mal travaillé sur le plan national, c'est tout un autre débat. Quand viendrait peut-être l'occasion d'en débattre, on en débattra. Pour le moment, on ne parle pas de cela, on parle de toute autre chose. Y avait-il urgence, importance de mettre en place ce sommet, de solliciter la sagesse d'un chef d'État comme celui du Cameroun, Paul Biya? Je pense que nous tous, nous avons déjà soulevé l'importance en ce moment de cette rencontre. Je suis obligé de me plier pour dire que c'est une
très pas bonne trop, chose. parce que vous cassez. Ça fait rien si je me casse pour sauvegarder l'unité et la paix au Cameroun, ça ne me dérangerait pas. Non, c'est sûr que au jour d'aujourd'hui, on sent quand même que le président de la République, le Cameroun, est au centre des puissances du monde. Qu'est-ce qui s'est dit entre eux? Je ne peux que imaginer ou alors souhaiter que ce soit pour l'intérêt de la nation. Tout à l'heure, j'ai suivi aux informations que un prélat catholique parlait dans les médias que je ne sais pas dans quel département, c'est vraiment la guerre. Cette guerre, qui donne des armes à ceux qui sont face à l'armée camerounaise? Ils achètent ça où? Il y a eu campagne électorale pour les élections présidentielles. Je n'ai pas entendu un projet concret pour que la paix vienne. Or, j'ai dit, un prélat a pleuré que les écoles sont vides, les gens brûlent partout. Donc, il y a une tension. Est-ce que, après avoir entendu des cris d'un prélat hier, qui ne disait pas ça, quand les partis politiques commencent à avouer que nous on a prévu que ça va être la guerre, quand il y a déjà la guerre, il faut quand même une position nationale pour soutenir l'armée, pour lutter contre les gens qui fournissent des armes à des drogués, à des non-militaires pour tuer n'importe qui. Moi je tiens compte de ça en disant si la plupart des gens trouvent que la Russie il lorgne plutôt vers la sécurité, en prenant l'exemple de la Centrafrique, peut-être il profite pour venir voir le président Biya pour lui dire tu vois ce qui se passe chez toi, moi je suis en train de stabiliser la Centrafrique, j'en sais rien. Ce n'est peut-être pas un bon exemple, mais il faut que le président et le Cameroun face aux puissances qui cherchent leurs intérêts, que ça se passe dans la sécurité, dans la paix du Cameroun. Alors, pour sortir de ce sujet, je voudrais vous amener sur un terrain particulièrement glissant. Permettez-moi de commencer avec Marcus Mandeki. Pour peut-être davantage asseoir cette diplomatie ou la renouveler, donner tout un sens nouveau, ne serait-il pas bien de voir Vladimir Poutine arriver au Cameroun avant le sommet économique sur la Russie et le continent noir? Ben, ça aurait été l'idéal, mais vous savez très bien comment fonctionnent les plus puissants. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent par délégation. C'est-à-dire qu'avant l'ambassadeur de Russie au Cameroun, qui a été reçu en audience par le président de la République, il y a eu le premier ministre russe qui a sillonné quelques pays d'Afrique, notamment la Tunisie, pour discuter avec certains chefs d'État au sujet de la rencontre Russie-Afrique, dont le président Vladimir se déplace en fonction de l'importance, en fonction de la capacité de chaque pays à pouvoir apporter à son pays une plus-value assez considérable. Au-delà de Vladimir, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un chef d'État d'une puissance étrangère s'inviter au palais de Touji. Dans une relation... On a vu le président italien qui était au Cameroun il y a pas longtemps. Vous parlez du président italien, vous savez très bien que le titre de président en Italie est... Il est président de toutes les façons. Oui, c'est honorifique, il n'est pas chef du gouvernement. Il est président. C'est le chef du gouvernement, le premier ministre en Italie qui a force de chef d'État. Donc, le premier ministre italien donne sa démission au président italien. De toutes les façons, on ne va pas rentrer dans cette oui, dans une situation normale où les États se sentent forts, c'est tout à fait normal que peut-être le président Biya aurait pu proposer à l'ambassadeur d'inviter Vladimir Poutine au Cameroun, parce que la rencontre c'est du 23 au 26 octobre 2019, donc il y a encore un peu de temps. Il aurait pu peut-être profiter, pourquoi pas,
invité Vladimir Poutine à une rencontre économique, véritablement économique au Cameroun, où il devait rencontrer non seulement les responsables du patronat camerounais, mais des anciens étudiants de Russie, des anciens étudiants camerounais en Russie qui se sont déjà quand même organisés sur le plan professionnel à pouvoir faire un certain nombre de propositions à la Russie afin que ceux-ci puissent apporter à notre pays un certain nombre de transferts sur le plan technologie. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs de ne pas nous appeler à ce numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Envoyez-nous simplement votre SMS Short Message Send, pas de WhatsApp parce que la connexion Internet est désagréable ce dimanche matin. Nous ne pourrons pas vous lire vos messages WhatsApp. Envoyez-nous simplement un SMS, ça va vous coûter 50 francs ou 25 francs ou 100 francs, ça dépendra de la longueur de votre SMS. Alors, les relations entre le Cameroun et la Russie sur le plan de l'éducation n'ont pas toujours été de rapports fluides. On se souvient qu'à une époque, pas mal d'étudiants camerounais ont été renvoyés de la Russie pour diverses raisons. Oui, en réalité, mais avant d'y arriver à votre question, vous permettez, n'est-ce pas? On a très peu de temps pour sortir. Oui, en une seconde. Je voudrais dire à Thierry Mopé tout à l'heure qui a laissé entendre, n'est-ce pas, que je remettais en cause la légendaire. Ne répondez pas à Thierry Mopé. Ne répondez pas à Thierry Mopé. Allez voir le sujet. C'est une porte d'entrée pour dire ici en réalité que cette sagesse doit être traduite. Cette sagesse du PP national doit être traduite, n'est-ce pas, dans des actes concrets. Quand vous voyez comment, n'est-ce pas, sont renfloués ces étudiants, ces jeunes, ces congénères, vous interrogez bien sur la politique éducative, n'est-ce pas, de ces sages dont vous faites mention ici. Donc vous ne pouvez pas me demander de questionner ici, n'est-ce pas, la pertinence, n'est-ce pas, des actes qu'ils posent au quotidien. Nous, en tant que principaux bénéficiaires de ces actes. Mais davantage, je dirais, c'est parce qu'il n'y a pas une politique, il n'y a pas une véritable politique publique en matière d'éducation. Il ne me souvient pas que jusqu'ici, n'est-ce pas, nous ayons un accord avec le ministère russe en matière d'éducation, en matière de coopération. Il me semble également que les diplômes russes au Cameroun sont généralement des diplômes encore souvent contestés, qui semblent nécessiter une certaine capacitation ou une certaine accréditation pour que cela soit admis. Donc, comme le vieux ici, ça dit qu'on ne doit pas donner conseil au vieux, moi je propose ou je suggère alors ici que la Russie, qui s'avère, n'est-ce pas, un pays qui aujourd'hui a développé une certaine technologie, une technologie fiable en matière éducative, on doit nouer des accords avec des États comme cela et non avec des États qui viennent nous vendre les chewing-gums, les pop-corn au Cameroun. Voilà globalement ce que nous attendons. Thierry Mopé, vos espoirs en perspective dans cette nouvelle façon de voir les relations entre la Russie et le continent noir et même le Cameroun? Oui, je l'ai souligné tout à l'heure, je continue à croire que le sommet entre la Russie et le continent africain, d'ailleurs la Russie est un État-continent, on l'a souligné tout à l'heure, qui a quand même plus de 146 millions d'habitants et en termes de superficie, elle est assez importante. Et puis c'est un pays qui regorge de ressources minières assez importantes. Au niveau du pétrole, du gaz naturel ou de l'hydroélectricité, la Russie regorge beaucoup de ressources et c'est d'ailleurs dans ce domaine que la Russie, sur le plan économique, a réussi à s'imposer comme étant l'une des puissances économiques d'envergure sur le plan international, d'ailleurs sur le plan mondial, au point où, en termes d'importation et d'exportation, ce sont des matières premières qui sont suffisamment utilisées de ce côté-là et je continue à croire qu'en termes de transfert de technologie, moi je pense que l'Afrique a beaucoup à gagner. C'est pour cette raison que je pense, je le soulignais tout à l'heure, les chefs d'État doivent y aller en tant que patriotes pour poser des problèmes concrets. On parlait tout à l'heure de l'éducation. C'est un problème. On parlait tout à l'heure, M. Ndioka parlait de la capacitation de ces étudiants qui y reviennent parce que d'aucuns disent que ce ne sont pas toujours des vrais diplômes. Donc la diplomatie africaine, camerounaise davantage parce que nous sommes camerounais, LTM est d'abord basé au Cameroun, le Cameroun devrait y apporter, devrait y aller pour chercher ce qui l'intéresse. Les intérêts étant au centre de ce genre d'échange-là, vivement que le chef de l'État qui a d'ailleurs publié cette invitation sur son compte Twitter, y participera et posera les vrais problèmes du Cameroun parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est le win-to-win. Vivement que nous y allions avec dans nos valises des experts
des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise, pour pouvoir négocier ces partenariats gagnant-gagnant. Je crois que même en termes de joint venture, il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup d'ouverture. L'Afrique devrait y participer, le Cameroun notamment, pour gagner. C'est le premier des sommets. Il faut que le Cameroun gagne au sorti de ce sommet de la Russie et de l'Afrique. Mais on se souvient que le Cameroun et la Russie n'étaient pas du tout d'accord dans la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Est-ce que c'est le lieu d'en rediscuter aussi? Enfin, je ne sais pas exactement quel a été le différend entre ces deux États, mais je sais que le Cameroun a pris une décision par rapport à ses intérêts lointains que beaucoup de gens ne voyaient pas. J'ai cru comprendre que cet accord que le Cameroun seul a d'abord signé a un avantage énorme. Maintenant que nous avons un port en eau profonde à Kribi, je ne sais pas, les Indiens, les Chinois, n'importe quelle puissance peut venir s'installer à Kribi, fabriquer des produits et marquer Made in Cameroun. Ces produits seraient compétitifs en Europe puisque la douane ne les frapperait pas. C'est un avantage énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense, je le redis, moi je sais que le domaine des affaires étrangères est réservé au président. S'il y a des gens qui ont des capacités, des visions claires de faire des propositions, je regrette, je ne suis pas de ceux qui viennent dans les médias pour conseiller l'État. Merci à vous. C'était le dernier point de vue sur la question. On ne va pas revenir sur ce sujet. Il est 12 heures passées de plusieurs minutes. On doit pouvoir en 25 minutes discuter de la deuxième problématique. Une problématique qui porte sur la santé. Mais avant d'aller à cette problématique, nous avons quelques SMS qui sont revenus pour davantage saluer la bonne tenue des relations diplomatiques entre le Cameroun et la Russie par nos téléspectateurs. Certains n'ont pas signé le SMS. Et le monsieur Alex Ngepi demande de voter utile pour lui. Monsieur Ndjok a raison. Il y a de nouveaux acteurs qu'il faille composer avec dans les relations internationales, hormis les représentants conventionnels tels que l'État du Cameroun. C'est son point de vue. Un de téléspectateurs félicite politiquement correct et de toujours revenir sur ces sujets d'actualité qui leur permettent d'avoir une meilleure visibilité sur ces sujets qui sont débattus tous les dimanches dès 11 h sur la télévision du Monde. Bonjour à vous, merci à vos panélistes. Surtout, demandez aux jeunes Ndjok d'avoir du respect pour les aînés et notamment pour le chef de l'État, Paul Biya. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi ce théâtre de ce jeune? Alors, je ne dirai pas la suite, le message est un peu condescendant. Permettez-moi de ne pas lire la suite de ce message. C'est signé de M. Dipanda dans la ville de Douala qui nous a envoyé ce SMS. On s'arrête là avec les quelques SMS que nous avons reçus sur ce sujet. Les autres SMS sont particulièrement condescendants. Je ne voudrais pas rester dans cette logique-là. On ouvre le deuxième sujet sur la santé, notamment cette sortie de Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique du Cameroun, qui, au regard d'un certain nombre d'éléments parus dans la presse nationale et même internationale, a vu bon de sortir de sa lorgnière et de taper du poing sur la table. Thierry Niopé, on ouvre la question avec vous. Cette sortie du ministre est-elle en relation de la réalité des faits sur le terrain? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les faits sont têtus. Je ferai peut-être une digression, une entorse, juste pour dire que maintenant, si vous voulez, on peut questionner la santé au Cameroun, on peut questionner le bilan du renouveau du président Biya à travers peut-être cette sortie du ministre de la Santé publique. Un jeune, comme le voulait M. Ndjok tout à l'heure, c'est comme pour dire que si jeunesse pouvait, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Donc, cette symbiose peut permettre justement de dégager des lignes. Vous avez vu ce que le ministre de la Santé publique a opéré au lendemain de sa nomination, une vaste descente sur le terrain qui lui a quand même permis de toucher du doigt des réalités. Il est allé même là où ses prédécesseurs n'y étaient pas. Il a donné des réponses concrètes aux sollicitations, même sur le terrain. Nous y étions, nous avons vu un ministre dévoué, d'ailleurs ils sont nombreux dans ce gouvernement comme ça,
depuis un temps, vivement que de pareilles actions continuent. Maintenant, on peut questionner la portée de cette mesure parce que il sera difficile, pour moi à mon sens, il sera difficile de démontrer qui est indigent, qui ne l'est pas, est-ce qu'il y aura une commission rogatoire pour étudier ces différents cas, mais il est clair qu'on devrait aller au-delà de cette mesure, parce que pour moi, cette mesure ne suffit pas à résoudre de manière pérenne le problème. On peut, pourquoi pas s'inscrire dans une logique de la mise en place d'une politique sanitaire globale qui intègre un certain nombre de paramètres, parce que le plus important n'est pas de démontrer qu'on est indigent. Qui est indigent? En réalité, tous les Camerounais le sont. Le volume de la ménagère a été réduit à la portion congrue. Aujourd'hui, il y a à peine des familles qui mangent à leur faim. Je crois que là, M. Ndiok peut-être partagera mon point de vue, et M. Marcos Mandeki, mais on devrait comprendre que si on veut éviter que les chefs d'État et les ministres aillent se faire soigner en Europe ou dans des pays de l'Afrique noire tels que l'Afrique du Sud, on l'a vu, tel que le Maroc qui est un pays de l'Afrique blanche, on peut commencer à étudier. On a vu le cas du président Ali Bongo qui est allé du côté du Maroc. On peut commencer à penser des structures où on n'aura plus des mouroirs, mais des structures qui donneront la vie, au-delà de donner la vie à travers une naissance. Parce qu'on a besoin d'avoir un plateau technique assez renfloué, on a besoin d'avoir des hôpitaux viables où tout le monde peut avoir accès aux soins de qualité et en tout moment. Alors, si vous voulez, on reviendra sur les différents détails tout à l'heure. Alors, Marcos Mandeki, Manaouda Malachi, jeune ministre nommé le 4 janvier 2019, dernier a opéré une sortie. Sa sortie part de ce constat fait par plusieurs journaux, hein, alors qu'on célébrait la semaine de la femme. Plusieurs journaux se sont consacrés à aller voir dans les hôpitaux et on fait le constat sur lequel il y a des femmes qui ont accouché, qui n'ont pas pu payer leurs factures et qui sont, je reprends les propos de ces journalistes, embastillés dans les formations sanitaires. Quelques semaines après, une sortie du ministre de la Santé publique qui demande de libérer toutes les femmes ou alors les malades séquestrés dans ces formations sanitaires. Une mesure salutaire? Ben, ça devrait normalement être une mesure sanitaire si les propos ou alors la position du ministre était inondée de bonne foi. Nous avons interprété... Vous voulez remettre en cause la bonne foi du ministre? Je vais m'expliquer. Nous avons interprété cela comme un peu du folklore. Parce que la démarche n'était pas du tout bonne. Vous savez très bien qu'il y a quelques années, le président de la République, je parle du président de la République, avait pris un décret pour rendre l'école primaire gratuite. On n'est pas sur le même sillon. Je peux vous poser une question si vous le permettez. Non, c'est vous qui posez les questions. Est-ce que l'école primaire au Cameroun est gratuite? L'école ne peut pas être gratuite, vous le savez. Mais je dis bien que le président de la République a pris un décret pour rendre l'école primaire gratuite. Maintenant, sur le terrain, vous parlez des faits. Est-ce que l'école primaire au Cameroun, dans les écoles publiques, est gratuite? Voilà, maintenant, vous savez très bien que non. Maintenant, oui, le ministre a pris un arrêté pour demander que les personnes gardées pour des raisons financières puissent être libérées. Oui, c'est à saluer. En vérité, c'est à saluer. Mais son arrêté a des limites. Parce qu'il y en a encore, ils sont nombreux, des patients qui n'ont pas été libérés. Tout simplement parce qu'ils pensent que le processus n'a pas été bien mené. Je crois que si le ministre de la Santé voulait être cohérent envers lui-même et par solidarité d'action gouvernementale, je crois qu'il aurait pris un certain nombre de dispositions, notamment rencontrer le Premier ministre qui en lui-même devrait normalement prendre un arrêté pour rendre cette action-là véritablement crédible. Parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé qui est impliqué dans cette affaire. Il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère de la Famille, il y a le ministère des Finances. Parce que vous savez très bien que dans des hôpitaux, il y a des intendants qui dépendent pratiquement du ministère des Finances et qui ont la charge de pouvoir, à un certain niveau, gérer le budget qui est alloué au centre de santé. Donc, nous, on aurait souhaité que ce soit le Premier ministre qui prenne cette action-là pour davantage légitimer, pour davantage donner un peu plus de poids à la concrétisation de ce vœu, du ministre de la Santé. Est-ce que le ministre de la Santé a cerné les contours du problème, Christian Diop, avant de se lancer dans
une bataille comme celle-là, quels moyens dispose le ministre Santé, Manaouda Malachi, pour mettre en œuvre, en exécution, cette mesure sur le terrain? Oui, en réalité, là, vous posez deux questions, Frédéric. Il faut déjà dire, a-t-il cerné la problématique, n'est-ce pas, que pose une telle... je sais pas, ouais, je manque les mots pour qualifier. C'est une mesure, de toute façon? Non, c'est une mesurette, je dirais. Oui, peut-être parce que le ministre lui-même... Il n'y a pas une unité de mesure pour savoir si c'est une mesurette ou c'est une mesure. Je vais vous le dire. Je vais pas une anecdote un peu en une seconde. Alors, j'étais à Yaoundé au centre, au centre c'est quoi Centre universitaire? Non, non. Au CHU ou bien? Au CHU. Non, pas au CHU, je veux dire au Psychico, quelque chose. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire l'hôpital gynéco, c'est pédiatrie Yaoundé? Oui, aller rendre visite à une de mes sœurs aînées qui, n'est-ce pas, a accouché. Mais il se posait là un problème réel. Il y avait des jeunes dames encantées quelque part. C'est comme si c'était la prison. Et je me suis demandé, on était où? C'était quoi ça? On m'a dit qu'ils étaient emprisonnés. En réalité, qu'ils n'avaient pas payé. Et ce jour, j'ai eu mal. J'étais accompagné d'une amie à qui j'ai dit qu'il fallait qu'elle mette en place une association, une avocate pour défendre ces jeunes ce jour-là. Donc, sur le plan en lui-même de la mesure, ou la mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est salutable quand même. On peut saluer, pas salutable, mais on peut saluer celle-ci parce que si on a pu sortir ces filles, il fallait voir comment elles dormaient. C'est comme si on était, n'est-ce pas, en pleine situation de guerre. Parce qu'en réalité, elles étaient parquées quelque part, elles pouvaient être 5 ans. Vous voyez des mamans qui ont accouché avec des enfants, pouvaient être 5 ans dans une petite salle. Ça posait problème. Certaines dormaient même le truc. Ça, c'est un fait. C'est pas mon ami Roland Gaston de Somba qui me démentira parce que nous étions ensemble, qui voyait ces choses. Donc, c'est écœurant. Quand on a vu ça, ça fait mal. Mais aujourd'hui, est-ce que le ministre, pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Marcus, est-ce que cette mesurette trouve-t-elle sa pertinence dans notre environnement? Il me semble que non. Le problème est ailleurs. Dans la catégorisation, n'est-ce pas, de ce plateau technique au Cameroun, je ne sais pas si vous avez dit des établissements hospitaliers, comme tu as dit, premier, second degré, il me semble qu'on va voir qu'à tous les niveaux, rien n'est amélioré. Et le citoyen lambda, c'est-à-dire la paupérisation, n'est-ce pas, dans laquelle vivent la majeure partie des Camerounais, fait à ce qu'il est difficile. Parce que si on ne suit pas déjà une grossesse, on va toujours être dans la dimension des complications de cette grossesse. On ira où? Vous allez aller peut-être au centre de district de Daïdo, on vous dira on n'est pas en même de pouvoir le faire. Il faut aller à la Quintini. Et à la Quintini, il faut certainement payer le million. Quand vous n'aurez pas ce million à payer, vous serez en prison. Est-ce que ce serait le cas pour tout le monde? Il me semble que non. Il faut aller au-delà. Il faut de véritables politiques publiques en matière de santé. Alors, est-ce que le ministre n'est pas allé un peu trop vite, sans véritablement se donner les moyens de tenir sur la longue durée à travers une mesure qui, il faut le rappeler, a été saluée, même si dans les formations sanitaires, la mesure, lorsqu'elle est arrivée, a été prise avec beaucoup de pincettes par les responsables des formations sanitaires qui ont, elles, été appelées, ou alors les responsables ont été appelés à mettre en exécution immédiate la dite mesure. Je me permets de dire que l'exécutif camerounais a pris le bœuf par les cornes sur ce problème. Actuellement que je parle... Vous êtes de l'exécutif, hein? Du moins, vous êtes proche de l'exécutif. Je suis un parti qui est proche de nous. Moi-même, je ne suis pas. Mais je voudrais dire qu'en ce moment, la CNPS a pris la décision de prendre en charge 50% des frais de soins de tous les retraités. Et en même temps, il va augmenter leurs prestations. Je pense que faire l'agitation, être activiste, parce qu'on a pris la stratégie de noircir tout ce qui se passe au Cameroun, espérant que une partie de la population va entendre ça s'énerver, prendre les cailloux et les machettes ou les sens pour tout brûler. Il faut faire attention. Je vous dis ce que je dis là. Vous allez entendre demain que la CNPS... Ça, c'est les retraités. Les retraités ils ne sont pas des citoyens. Ils ne bénéficient pas, ils ne vont pas très souvent à l'hôpital pour être embastillés. Non. Si il y a des jeunes qui se moquent des vieux, si les vieux ne vont pas se soigner, c'est des jeunes qui doivent aller. Non, il faut être sérieux. Je pense que la stratégie de noircir pour énerver la population, c'est une mauvaise... Il faut mobiliser les citoyens parce qu'on a un projet, un plan, un programme politique. Pas de dire que c'est faux, c'est mauvais. Oh, ils volent, ils font ceci. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pendant 30 ans, personne ne dit rien. Donc, j'ai déjà lancé
cette décision. Je pense sincèrement que le ministre de la Santé, il a déjà lancé une idée, il faut l'exécuter. Il suffisait-il de lancer simplement l'idée et de l'exécuter, ou alors il fallait s'entourer d'un certain nombre d'éléments? Encore que le ministre demande encore, il demande à ces responsables de santé de pouvoir se dire qui est indigent et qui ne l'est pas. Oui, bien, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une commission rogatoire qui sera mise sur pied pour étudier ces différents cas dans les différents hôpitaux? On n'en sait pas grand-chose, mais je reste convaincu, pour avoir suivi avec beaucoup d'intérêt son parcours académique et professionnel, que c'est un homme suffisamment assis. Il a fait le tour de plusieurs ministères avant d'échouer au niveau du ministère du Commerce pour finalement être donc, comme secrétaire général avant d'être maintenant ministre de la Santé publique, où je reste convaincu qu'il va apporter beaucoup de sang neuf. On l'a vu sur le terrain, on a vu écouter des malades. On n'a pas vu les ministres camerounais le faire jusqu'ici. Il a été proche des malades, il a écouté des gens qui venaient poser des cas devant des directeurs de ces hôpitaux-là, et je crois immédiatement des décisions avaient été prises. Des visites inopinées dans les formations voilà, donc, sanitaires. il n'est pas le seul à l'avoir fait. Je dis, il y a comme une mue au niveau de l'action gouvernementale. C'est vrai qu'on me tapera sur les doigts, mais toujours est-il que c'est mon avis et je crois qu'il mérite d'être respecté. Mais au niveau des faits, c'est un fait. Je suis convaincu qu'il s'est suffisamment entouré de garde-fous. Il a nécessairement écouté ses conseillers techniques parce qu'il y en a dans tous les ministères. Il n'a pas pris une décision à la volée, à la va-vite, sans pour autant peser le pour et le contre. C'est la raison pour laquelle il demande que ces cas soient étudiés. C'est déjà ça que de commencer. Il s'agissait de commencer à étudier ces cas. Parce que ces Camerounais n'ont pas demandé à être là. Ces Camerounais n'ont pas demandé à être indigents. On ne choisit pas de naître pauvre. On ne choisit pas de naître indigent. Généralement, parfois vous pouvez être salarié et du jour au lendemain vous perdez votre emploi et du jour au lendemain les maladies s'enchaînent et du jour au lendemain vous perdez tout et vous vous retrouvez dans cette situation de précarité. L'État a le devoir d'accompagner justement ces citoyens dans ce sens. C'est pour ces raisons que je pense qu'au-delà de cette mesure qui est importante déjà parce que ces femmes, ces enfants qui n'ont pas demandé à être dans ces conditions-là, ces hommes qui n'ont pas demandé à être dans ces conditions-là pourraient peut-être voir leur cas étudié et libéré parce que la famille africaine n'est plus celle-là. À l'époque, quand vous aviez un problème en Afrique, c'est toute la famille qui s'asseyait, c'est toute la famille qui se mobilisait pour vous accompagner à résoudre ce problème. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Votre enfant, c'est votre enfant. Ce n'est plus l'enfant du frère, ce n'est plus l'enfant du voisin, ce n'est plus l'enfant de votre cousine, c'est votre enfant. Donc, l'Afrique est en train de perdre cette essence qui faisait d'elle une véritable particularité. Donc, je crois que c'est important. Maintenant, on doit pousser la réflexion plus loin. Je crois que c'est un chantier sur lequel on devrait l'attendre avec beaucoup d'intérêt. Il faudrait qu'on mène des réflexions davantage pour asseoir une véritable politique de santé universelle qui intègre tout le monde. Aujourd'hui, les États-Unis, je vous rappelle qu'ils sont une trop grosse puissance, ont à peine abouti avec la fameuse affaire, vous vous rappelez, l'Obamacare, qui a pris du temps. Imaginez les États-Unis qui sont si puissantes que ça, qui économiquement sont assis, ne sont qu'à la phase d'implémentation d'une politique aussi importante comme celle-là. Le Cameroun, qui est un État embryonnaire, devrait, je crois, être accompagné dans ce sens, pas nécessairement tirer les gens vers le bas. Vivement que cette politique soit soutenue et encouragée. C'est important également pour le moral. Vous avez déjà parlé de ça, je reviendrai à vous tout à l'heure. Mais c'est souvent les vieux qui concluent, hein, pas des jeunes. alors, une mesure saluée, on est unanime sur le fait. D'accord, une mesure saluée. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous saluez la mesure, même si vous émettez des réserves. Donc, elle est saluée sur le fait par tout le monde. Mais maintenant, les personnes embastillées continuent d'être victimes de leur embastillement dans les formations sanitaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mesure du ministre soit effective? Ou alors, le ministre n'aurait-il pas mieux fait de poursuivre la politique mise en place par son prédécesseur à travers, il a évoqué, la fameuse affaire de santé universelle? Non, couverture santé universelle. C'est une mesure qui est un peu personnelle, qui ne dépend pas d'une politique gouvernementale
sur le plan de la santé. C'est pour ça que nous, à l'AFP, nous avons proposé... C'est la santé de façon globale. Oui, je vais dire que ça c'était un peu du one-man show. C'est-à-dire que ça n'entrait pas, ça ne cadrait pas dans la politique de santé mise en place par en charge de la gestion des hôpitaux. Ça rentre dans la prise en charge des malades dans les formations sanitaires. Donc, le ministre est dans son rôle, dans son droit. Vous n'allez pas dire que c'est du one-man show. Non, je vais dire, le ministre peut prendre sur lui de poser un acte qui n'a rien à voir avec, pas avec le ministère, mais avec la politique pour laquelle il a été désigné. Moi, nous avons proposé ceci, qu'il était de bon ton pour éviter justement des blocages sur le fait que des responsables hospitaliers ne puissent pas accorder la libération à ceux des patients qui n'avaient pas encore réglé leur facture. Que ce soit un acte administratif pris par le Premier ministre. Parce que lorsque c'est pris par le Premier ministre, ça engage pratiquement, au-delà du gouvernement, tous ceux qui sont les représentants du gouvernement dans une localité. Le Premier ministre a pris une mesure en rapport avec la Société des arts musicales au Cameroun, c'est ce que ça a donné. Oui, c'est vous qui dites maintenant que le gouvernement... C'est pas moi, j'ai fait un constat. Oui, mais vous dites que le gouvernement est un gouvernement voyou, puisque vous dites que le Premier ministre prend une décision et que son ministre ne puisse pas l'appliquer. Vous voulez donc qu'on dise quoi? Que nous avons affaire à des personnes qui sont solidaires. Mais je vous reprends sur vos propos. Vous avez dit à l'entame de ce propos-là que le président avait décrété que l'école est gratuite et vous avez fait relever en même temps que l'école n'est pas gratuite sur le terrain. Donc, en d'autres termes, le ministre n'était pas dans son one-man show. Le ministre peut prendre sa mesure. Justement, c'est pour relever les faiblesses et même les incohérences des décisions prises par l'exécutif qui était salué tout à l'heure par Monsieur Aïssi, qui est votre ami, je le rappelle. Hein. Oh, ça n'a rien à voir, c'est plus qu'un ami, mais ça n'a rien à voir. Donc, il faudrait bien que, à un niveau un peu plus supérieur, que la décision soit prise et qu'au niveau de l'exécution, que cela puisse être coordonné par les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, parce qu'en ce moment-là, ceux des dirigeants des centres des établissements hospitaliers se verront dans l'obligation pratiquement de rendre exécutoire la décision prise soit par le ministre, soit par le Premier ministre. Dans les formations sanitaires, il y a ce qu'on appelle comité de gestion. Selon la catégorie de la formation sanitaire, il y a un responsable qui apparaît au niveau des hôpitaux et districts. C'est le maire, je pense, qui est le président du comité de gestion. Par exemple, à l'hôpital de la Cité des Palmiers, c'est le maire, je pense, ou l'un des agents maires qui officie là-bas comme président du comité de gestion. À l'hôpital Akentini, c'est le délégué du gouvernement qui est le président du comité de gestion. Au niveau supra, donc à savoir l'hôpital général ou l'hôpital gynéco-obstétrique, il y a des personnalités qui sont nommées également par le président de la République. On le sait à une époque, Nalo Valionga était le PCA à l'hôpital général, et puis Madame Épée est toujours PCA dans l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Quelles peuvent être les mesures que doivent prendre ces comités de gestion pour accompagner la mesure du Premier ministre, du ministre de la Santé publique? En réalité, Frédéric, le pas, n'est-ce pas, exposé que vous avez fait tout à l'heure, vous démontez une certaine incohérence, n'est-ce pas, dans l'analyse de la décision, dans l'opérationnalisation de la décision en soi-même. Est-ce que chaque entité, c'est-à-dire l'hôpital et district d'Aïdou, je pense, nous sommes dans la première, va décider, n'est-ce pas, de son affaire? À la Cantini, ils vont décider de leur affaire. À l'hôpital, tout ça peut se gérer au cas par cas. Chaque patient a forcément un canevas ou un conduit qui lui est propre. Quand Marcus a relevé, il faut déjà qu'un travail soit fait en amont. Il faut une certaine codification de la chose. C'est-à-dire qu'on a déjà prioritairement identifié les catégorisations qui pouvaient être traitées au cas par cas. C'est-à-dire, deuxièmement, on codifie cela pour que ce soit pas une mesure à tête chercheuse. C'est pour ça que je parlais de mesures tout à l'heure. Que ce soit applicable de tous, on sent que il y a telle chose, que ce soit une affaire globale. Donc, si vous voulez me dire qu'au niveau de l'hôpital du district d'Aïdou, on applique telle chose, à la Cité des Palmiers qu'on applique autre chose, maintenant on interroge bel et bien.
à quoi renverrait cette cacophonie. C'est cela qu'on parlait tout à l'heure en termes de proposition, qu'il faut une certaine organisation, il faut une certaine structuration afin que ce fonctionnement soit efficient, efficace et que cela trouve pertinence auprès, n'est-ce pas, des honnêtes citoyens que nous sommes, quitte à ce que les gens n'aient plus peur d'aller dans les hôpitaux publics qui, à tort ou à raison, sont généralement qualifiés comme des mouroirs, mais que ce soit des établissements où, bien entendu, quand on y va, on va trouver la santé. Est-ce qu'on doit conserver quelqu'un qui a une incapacité de paiement de ses factures et en faire, entre guillemets, un prisonnier d'une façon ou d'une autre dans une formation sanitaire ici de Salah? Quand on n'a pas encore pratiqué la gestion de la chose publique, c'est très facile de parler comme ça. Tout ce que vous dites là, devant le ministre ou tout de suite après, je dis ça à Niopé, tout de suite, des praticiens, des infirmières, des gestionnaires ont dit que voilà, cette dame est venue ici, on ne connaît même pas son identité. On ne sait pas d'où il vient. On ne peut pas dire que, sauf les jeunes politiciens vont dire que quand ils seront au pouvoir, tout le monde sera soigné gratuitement. Ça, c'est une bonne chose. Sauf que ça n'existe dans aucun pays. Quand vous allez, quand vous allez à l'hôpital, mais on relève ton identité. Mais quand on amène des accidentés, quelqu'un qui est dans le coma, ces accidentés n'ont même déjà pas de carte d'identité parce qu'on ne les produit pas. On va identifier les gens qui n'ont même déjà pas de carte d'identité. On ne peut pas identifier ça. C'est ça qu'on parlait que le problème est global. Il y a davantage systémique. Moi, je te propose, hein, tout le monde sait que je suis sérieux dans les débats, mais peut-être compliqué. Ne me mêle plus avec des jeunes apprentis. Ce n'est pas la démocratie ce qu'il fait là. Il croit que quand il arrache la parole, c'est tout ce qu'il dit. C'est ce qui dit que tous les téléspectateurs vont écouter. Trouvez le contraire, monsieur le maire. Trouvez le contraire, monsieur le maire. Vous êtes dans l'opposition, voilà la première preuve. Moi, je suis au pouvoir. Démontrez le contraire, monsieur le maire. Quel contre? Je vous dis que c'est la pertinence de vos actions. C'est nous qui évaluons vos actions. C'est nous qui sommes censés, mais vous, ici, vous critiquez nos actions que vous n'avez rien exécuté encore. Nous avons proposé. Ça dit, nous proposons rien. Je terminais en disant que lorsque le ministre va prendre cette décision, comme l'autre a dit, non, c'est Marcus, votre ami, qui fait des marketing, mais tout de suite, le conseil d'administration de la CNPS s'est réuni, il y a peut-être 2 jours, a pris des décisions pour prendre d'abord les catégories de personnes. Vous ne pouvez pas décider de gérer les difficultés des gens dans un pays si vous ne les catégorisez pas. Tout le monde ne peut pas être de la même catégorie. C'est plus logique pour que ça marche bien. Sinon, les gens, il y a j'allais dire, des gens qui ne sont pas corrects, qui rentrent à l'hôpital, pas forcément pour se faire soigner pour autre chose. Donc il faut déjà les qualifier. Mais ma nouvelle que je trouve que c'est dans le même sens du ministre, c'est que la CNPS a décidé... Je voudrais faire une publicité pour la présidence nationale de prévoyance sociale. On est pratiquement arrivé au terme de ce programme. Hein. On va prendre 30 secondes pour chacun des intervenants. Et ici, Marcus Mandeki, une nouvelle dynamique quand même peut espérer dans le domaine de la santé, même si on doit parfaire les plateaux techniques. Ben, je reste pessimiste là-dessus. Hein. Je ne dirais pas noir, mais les lendemains ne s'augurent pas sous des signaux assez acceptables. Il faut pratiquement, au-delà de changer le système complètement, parce que ce n'est pas une affaire d'individu, mais c'est une affaire systémique dont il faudrait complètement revoir le système, refonder le système, ou pourquoi pas donner la possibilité à des personnes nouvelles d'expérimenter. Mais on n'est pas encore en campagne électorale, la période n'est pas encore indiquée. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour les jours à venir avec cette mesure? Oui, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais déjà signaler aux téléspectateurs que... Très rapidement, 30 secondes. Oui, tout n'est pas forcément noir comme nous l'avons dit, mais seulement il est question d'améliorer, parce qu'ici, il est question de volonté politique. C'est-à-dire, on ne voit pas la pertinence, n'est-ce pas, de la volonté politique, c'est-à-dire sur l'effectivité, n'est-ce pas, des actions prises par l'autre politique établie. C'est pour cela qu'on demande ici d'améliorer cette façon de faire, sinon de changer. Marcus l'a dit, c'est un problème systémique. Et qui dit système, il est question, n'est-ce pas, de renouveler le système. C'est ce à quoi nous employons à faire bientôt
Monsieur le maire, nous allons La prendre la question relève n'est pas et nous encore allons là-bas. changer les choses. On en reviendra Et tout nous à allons l'heure. faire mieux. On en reviendra dans d'autres débats. Thierry Niopin. Oui, je continue à croire que les hommes politiques doivent savoir qu'il y a des plateaux spécialisés pour certains débats et des plateaux techniques pour parler justement d'un certain nombre de choses. Et là, il s'agit d'un problème très sérieux. C'est une mesure qui a été prise. Les uns et les autres doivent accompagner le ministre Manouda, voilà, Manaouda, dans l'atteinte de cet objectif-là. C'est une mission noble. Il n'est pas normal de séquestrer des gens qui sont incapables, qui n'ont pas demandé à être indigents. Il faut accompagner le ministre et permettre que ces gens soient libérés. Maintenant, définir qui est indigent, qui ne l'est pas, je dis c'est un problème systémique. On peut davantage y travailler et on peut peut-être ouvrir tout un autre débat si on veut, mais il s'agira peut-être de parler on en parlera certainement lors des campagnes électorales. Aujourd'hui, il est question d'accompagner, d'aller au-delà. Repenser, pourquoi pas, le système sanitaire du Cameroun à travers la mise en place ou à travers l'approfondissement des réflexions sur la mise en place du système universel de santé au Cameroun. Je crois que c'est la porte de sortie. Monsieur le maire, Non, je ne change pas ma position. vous restez sur cette position-là. Tout à fait. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur Politiquement Correct ce dimanche. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Vous nous avez davantage appelé. Ne nous appelez pas à ce numéro lorsqu'on est en direct. Ce n'est pas une ligne ouverte, c'est davantage une ligne qui permet de lire vos SMS. Merci à l'équipe technique qui s'est déployée ce dimanche encore dans le cadre de ce programme. On espère pouvoir vous retrouver dimanche prochain. Mais nous souhaitons prompt rétablissement à M. Yves Sanjo, très souvent en charge de ce programme sur la télévision du Monde, avec le même plaisir. Nous vous donnons rendez-vous demain 21h dans le cadre de Tout au clair. Nous allons nous consacrer à une problématique très importante, l'insécurité dans nos établissements scolaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un élève allait reprendre son bulletin, soit poignardé et ne puisse plus rentrer à la maison? La question est sur la table et sera ce lundi dès 21h, cette télévision du Monde. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.